20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. l'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vignot avec Émilien Vinet. Et aujourd'hui, c'est Vivian Lecuivre qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'affaire Grégory. Alors vous allez dire, encore l'affaire Grégory. On va faire le point dans un petit instant parce qu'il s'est passé encore des choses dans l'instruction actuelle. Vous savez que ça a été quand même la nouvelle de l'année 2017, la mise en examen de 3 personnes pour enlèvement suivi de mort, Muriel Boll et ceux qu'on appelle les époux Jacob. Mais non, ce n'est pas une émission de plus sur l'affaire Grégory. Nous avons consacré un certain nombre d'émissions à l'actualité. Là, on va faire ce soir un retour aux sources grâce à un éclairage très original qui est celui de mon invité Thibaut Solano. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Vous êtes journaliste et vous venez de publier aux éditions Les Arènes La Voix Rauque. Alors il faut savoir que La Voix Rauque, c'est une allusion directe à l'affaire Grégory puisque l'un des corbeaux, en tout cas, est décrit par ceux qui ont reçu ces appels téléphoniques au tout début de l'affaire, c'est-à-dire largement avant 1984, comme quelqu'un, un homme ayant une voix particulièrement rauque et très remarquable. Et ça fait partie également des questions qu'on se pose en se disant, mais comment un homme à la voix rauque ne peut pas avoir été repéré? Alors, est-ce qu'il dissimulait sa voix d'abord? Est-ce que c'était un homme? Enfin, on va revenir au thème de votre livre dans un tout petit instant. Le temps de saluer également la présence dans ce studio, et ça me fait très plaisir, de quelqu'un qui connaît particulièrement bien ce dossier, Jacques Expert. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Expert qui est le plus récent ancien directeur des programmes d'RTL que je suis ravi d'accueillir ce soir. Et plus sérieusement, Jacques Expert, je dis ça parce que pour en avoir parlé très souvent avec vous, à l'époque de l'affaire, c'est-à-dire vraiment octobre 1984, vous êtes sur le pont, vous êtes dans ces équipes de journalistes qui traquent l'information et qui essayent de résoudre le mystère. Oui, exactement. J'étais envoyé à l'époque, je travaillais pour France Inter et je suis arrivé sur place le 17, le lendemain de l'assassinat du petit, et j'ai dû en repartir 2 mois plus tard. Alors, je voudrais vous dire merci parce que c'est vous qui m'avez indiqué l'existence du livre de Thibaut Solano. Vous avez lu donc avant moi. Oui, c'est un livre, l'auteur est là, donc il va être content d'entendre ce que je vais dire. C'est un livre remarquable et surtout pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un éclairage, comme vous disiez, original sur ce qui s'est passé avant le crime et toute la présence du corbeau qui pendant 4 ans va harceler cette famille, tous les membres de la famille. Et c'est d'autant plus remarquable, et je pense qu'on y reviendra, c'est parce que vous étiez enfant, je ne sais même pas si vous étiez né en 84. Si vous avez vu, j'avais 1 an. Et votre travail, moi pour avoir connu tous les gens dont vous parlez, la description psychologique et physique presque, enfin physique et psychologique que vous faites de tous les personnages de cette affaire est d'une justesse incroyable, comme si vous aviez été avec moi il y a 32 ans ou 34 ans maintenant sur les bords de la Vologne. Alors, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a fait démarrer sur cette histoire, Thibaut Solano? Alors, à l'origine, en fait, c'est une discussion avec l'équipe de ma maison d'édition Les Arènes. J'avais déjà publié un livre aux Arènes sur une autre énigme Perpignan, criminelle, les disparus de la gare de Perpignan. Et donc, on parlait d'autres énigmes, et forcément, fatalement, on en vient à parler de l'affaire Grégory, parce que c'est la plus grande énigme judiciaire de ces 40 dernières années. Ouais. Et au départ, j'étais un peu comme vous, ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'il y avait déjà beaucoup de choses écrites. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus à dire? On connaît tous l'horreur du crime, l'assassinat de Grégory Villemain. On connaît dans les grandes lignes le fiasco judiciaire qui a suivi. Mais on connaît beaucoup moins ce qui s'est passé avant. Bien sûr. Le passé de la famille, les secrets de la famille Villemain. Et puis surtout, ces quelques années, de 1981 à 1984, pendant lesquelles un mystérieux corbeau, ou plusieurs mystérieux corbeaux, ont harcelé la famille Villemain et ont même annoncé 1 an et demi avant le crime à venir. Oui. Voilà, c'est pour ça que je posais la question, comment est-ce qu'on passe des menaces
au passage à l'acte, en fait, c'est-à-dire à la mort réelle, concrète de cet enfant à laquelle personne ne croyait qu'il mettrait ces menaces à exécution. Alors, quand on ouvre ce livre, on fait connaissance avec cette famille. Alors, il y a le premier cercle, et puis il y a les cousins, et puis il y a les amis, il y a les proches, etc. Et puis, il y a quelque chose que vous notez, qui est que ça commence d'abord, on va dire qu'il y a un appel en 1980, je crois. 81. Hein, 81. 81. Et que très rapidement, Jean-Marie Villemain et Christine Villemain sont parmi les premières cibles. La principale cible, ça sera Albert, on va en parler après, c'est le père de Jean-Marie et de ses frères, hein, Oui. Jackie, Michel et les autres. Bon, mais Jean-Marie est déjà ciblé dans un appel téléphonique à ce moment-là. Absolument. Alors en fait, c'est difficile de dater précisément le premier appel du Corbeau. On sait qu'au premier semestre de l'année 1981, il y a plusieurs appels silencieux qui sont donnés chez les grands-parents de Grégory, Albert et Monique, mais c'est difficile de les attribuer au Corbeau parce que c'est silencieux. Mais le premier appel parlé, il survient en septembre 1981 et il est donné au domicile de Jean-Marie et Christine Villemain. C'est l'appel d'une femme d'ailleurs. Ouais. Qui chante. Qui chante, absolument. Ouais. En fait, si vous voulez qu'on le raconte, c'est Jean-Marie Villemain qui décroche le téléphone, il est minuit, et il entend d'abord une musique, un disque qu'on passe à côté du combiné. Ouais. Et c'est une chanson qui est à la mode, un peu paillarde, qui s'appelle Chef, un petit verre, on a soif. Ouais. Et au début, ça le fait plutôt rire. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a une voix de femme qui chante les paroles, mais un peu en décalé, un peu en retard. Ouais. Il essaye de nouer un dialogue, mais il n'y arrive pas. La femme continue à chanter, Et il y a deux appels. Il raccroche, excédé. Ça rappelle, ouais. nouvelle chanson, encore cette voix féminine. Il essaye encore d'établir un dialogue, et au lieu de parler, cette femme se met à rire. Mais un rire... De façon hystérique, vous dites. Voilà, hystérique, ouais. comme si c'était une folle au bout du fil, en fait. Ouais. Et en fait, Jean-Marie Villemain ne sait pas trop sur quel pied danser, justement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une blague ou pas? En fait, c'est le premier appel d'une longue série de plus en plus effrayante. Alors, évidemment, Jacques Expert, là, on est dans un événement qui se passe en 1981, et Thibaut Solano remarque que c'est cette année-là, et à cette période-là, que le téléphone a été installé chez les Villemain. Chez les Villemain. Ouais. Et pratiquement 10 jours après, c'est le premier appel, en fait. Absolument. Et ça démontre donc la proximité qu'il y a entre le Corbeau et les Villemain. Et d'ailleurs, ce que montre le livre de façon remarquable, c'est que le Corbeau, les gens qui appellent, il est parfaitement au courant des détails de la vie. C'est-à-dire, ils vont chez Auchan ou au Super U la veille, il va le lire. Il le sait, il sait tout. Ouais. C'est ça qui est exceptionnel, ce qui prouve qu'il y a une proximité, en tout cas, entre le Corbeau, donc au final, l'assassin de Grégory, et la famille, clairement. Voilà, et en plus, il y a, alors ça c'est très dramatique évidemment, cette expression, chef, qu'on va retrouver à la fois dans la lettre de revendication du meurtre du petit Grégory et dans un appel téléphonique qui sera passé au frère de Jean-Marie Villemain, qui dit, voilà, je me suis vengé, le chef, j'ai tué le fils du chef. J'ai tué le fils du chef, etc. Un appel qui est douteux. Une pause tout de suite, et puis on va revenir dans ces années 1981, 1982, 1983, et on va voir ce que disait vraiment le ou les corbeaux. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Grégory, l'affaire, avant l'affaire, ce soir à la une de notre émission, le livre de Thibaut Solano qui vient de paraître aux éditions Les Arènes, La Voix rauque, on en parle avec lui et avec Jacques Expert qui à l'époque était sur le terrain, et c'est très intéressant d'avoir ces deux regards, ces deux éclairages. Et concernant Thibaut Solano, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous aviez 1 an ou 1 an et demi à l'époque des faits,
mais vous êtes reparti dans cette plongée profonde, si j'ose dire, dans les racines de cette affaire, et justement avec un œil tout à fait neuf, on ne pouvait pas trouver mieux, en fait. Alors, avant de parler on a dit il y a un instant que l'une des toutes premières victimes du Corbeau, une des cibles en tout cas, c'est Jean-Marie Villemain. L'autre cible, ça va être son père, Albert. On va en parler dans un instant. Mais avec tout ce que vous expliquez sur le contenu de ces lettres, sur les détails intimes que révèle le Corbeau, on ne peut pas ne pas se poser la question, mais où le Corbeau pouvait-il aller pêcher ces informations parce que même en observant une maison à la jumelle, on ne sait pas forcément un certain nombre de choses qui ont été dites dans des conversations privées au cours de repas, comme vous le racontez dans votre livre. Et cela éclaire d'une certaine manière une interview qui est très, très dure, parce que c'est 2 jours après le meurtre du petit Grégory. Le correspondant d'RTL à l'époque, Jean-Michel Bézina, recueille la première réaction de Jean-Marie Villemain, donc le père du petit garçon, et vous allez l'entendre dans son émotion quand même, il confirme « Je connais l'assassin ». Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi? Qui est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. La personne qui a appelé a dit le chef. Mais pourquoi? Vous êtes le chef? Le chef, il m'appelle le chef depuis que je suis passé agent de maîtrise, c'est tout. C'est d'une manière gentille ou c'est méchant? Est-ce que vous avez des adversaires? Non. Non, j'en ai pas. Les enquêteurs disent que la personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez? Personnellement, oui, mais il paraît que non. On verra. J'attends. Pourquoi? On vous a dit le contraire? Non, mais on attend. Je fais confiance à la gendarmerie, ils font leur travail. Ils font du mieux que possible. Je les ai encore vus ce matin, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Mais qu'est-ce qui pouvait vous en vouloir à ce point-là? On en voulait à votre réussite? Une réussite, il y en a beaucoup qui ont de la réussite comme ça. J'ai pas gagné au loto, hein. Seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement il y en a qui sont feignants, qui envient les autres, ceux qui travaillent, c'est tout. Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils? Il y a des fous sur Terre, c'est... Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. Alors, il faut savoir que tous les membres de la famille Villemain, mais il y a eu aussi d'autres, vous pouvez citer les noms des autres familles qui ont reçu des appels du Corbeau. Oui, la famille, du côté de la famille de Bernard Laroche, qui a reçu des appels, et puis du côté des Jacob. Et en fait, pendant toutes ces années, il y a même eu des collègues de travail de Christine Villemain, des gens qui habitaient dans la vallée, qui ont reçu des appels mystérieux. Et toutes les victimes de ce Corbeau, en fait, sont attaquées sur leurs points faibles. Et il y a une volonté perverse, quoi, de déstabiliser les gens. Et vous dites, l'autre grosse victime en 1981, c'est Albert. Albert, c'est le père de famille, c'est le mari de Monique, oui, que vous avez connu sur le oui, terrain. Oui, parce que, si vous voulez, Jacques Expert. C'est ça qui était assez étonnant dans ce genre d'affaires, c'est que je suis allé très souvent prendre le café chez eux, c'est les gens qu'on fréquentait. Enfin, on avait un accès presque immédiat à la famille. S'ils étaient là, ils nous ouvraient la porte. C'est à moi et à d'autres journalistes. Hein. Oui. Donc on avait certains, comme moi, avaient des relations assez privilégiées avec Albert et Monique, notamment. Oui. Et ils vous parlaient, il vous est arrivé de les interroger, j'imagine, oui, sur ce que disait le Corbeau quand il recevait des coups de fil. Donc c'est un couple atypique, hein, c'est-à-dire Albert, c'est un taiseux, donc il restait souvent un peu affalé dans son coin. Il nous recevait dans la salle à manger, donc il avait son café, il buvait son café. Monique, c'était vraiment tout l'inverse, c'est une femme forte, mais j'ai le souvenir que cette femme forte, un jour, a éclaté en sanglots dans mes bras, et je me souviens plus exactement de ses paroles, mais c'était comment on a pu nous faire ça. C'était ces mots, comment on a pu nous faire ça, parce que quelque part, la mort de cet enfant, même si c'est une famille, on va le voir, qui se déchirait, où il y avait des rivalités elle-même dans cette famille, elle faisait
quelque part bloquent autour de la mort de Grégory, tout en se soupçonnant les uns les autres. C'est tout le paradoxe de la coexistence de cette famille. Mais Thibaut Solano, là on est 3 ans avant la mort de l'enfant, on ne suppose même pas que quelqu'un tuera un enfant à cause de cette haine, cette jalousie. Albert est pris comme cible parce qu'il a un secret que le corbeau va révéler ou menace de révéler, et parce qu'il y a aussi le père d'Albert qui s'est suicidé. Absolument. Et il n'arrête pas de lui dire au téléphone, tu vas mourir, tu vas te suicider. Absolument. Dès l'année 1981, Jean-Marie et Christine ne sont pas les seules cibles du corbeau. Il y a aussi les grands-parents de Grégory, les parents de Jean-Marie, Albert et Monique, qui habitent à Aumonzey, dans les Vosges. Ouais. Et c'est d'abord des insultes adressées à Monique, des conversations très très brèves. Oui. Sale pute, voilà. C'est des mots très vulgaires. Absolument, absolument. Ouais. Et par contre, le corbeau est un peu plus bavard quand il s'adresse à Albert. Et Albert, il va lui parler, il va l'attaquer sur son point sensible, puisqu'il attaque toutes ses cibles sur leur point sensible, et il va lui parler d'un secret de famille, qui est le suicide du père d'Albert, qu'on avait retrouvé pendu dans les bois, parce que sa femme était partie, et à la suite du départ de sa femme, il s'était pendu. Ce secret, évidemment, fait énormément souffrir Albert Villemain, et comme par hasard, le corbeau va taper sur ce même clou, et lui dire, tu te pendras, tu feras comme ton père, tu te pendras. Et une chose paraît certaine, c'est que ce corbeau n'attendait qu'une chose, c'était le suicide d'Albert Villemain. Voilà, et puis il y a un autre secret, mais ça on va en parler dans un petit instant. Jusqu'à 21h sur RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Découvertes scientifiques et historiques, aventures exaltantes et destins extraordinaires. Qui a dit que la curiosité est un vilain défaut? On vous prouve le contraire tous les jours à 14h sur RTL. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. Et les invités de l'heure du crime, les journalistes, ces 2 journalistes en fait, Thibaut Solano pour son livre qui vient de paraître aux éditions des Arènes, La Voix rauque, qui revisite finalement les racines de toute l'affaire Grégory, l'affaire avant l'affaire, en tout cas avant le meurtre de ce petit garçon, et puis Jacques Expert qui donc à la fois était sur le terrain à l'époque, mais au-delà de cela, vous passionnez toujours évidemment pour l'affaire, quoi. Vous savez, quand moi je débutais dans le journalisme en 84, c'était ma première année, et quand on se retrouve à s'occuper d'affaires comme ça, c'est sûr que ça vous suit toute la vie, quoi. Parce que vous avez pensé, vous, à l'époque, Jacques Expert, qu'on allait finalement dans cette affaire qui était comparable à d'autres drames aussi qui se sont passés ailleurs en France, qu'on allait boucler l'affaire et voilà et la résoudre? Oui, évidemment. C'est-à-dire, ça paraissait, c'est dans un cercle tellement restreint, et en plus il y avait la conviction des gendarmes que l'affaire serait résolue assez vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas investigué, qu'ils n'ont pas plus que sur les voies, etc. au début, etc. Ils étaient tellement persuadés que l'assassin était dans la famille qu'ils n'ont pas non plus poussé très loin l'autopsie de l'enfant, etc. C'est pour ça que on pensait que l'affaire serait résolue assez vite. Ça paraissait évident. Après, il y a eu des erreurs de procédure, etc., qui font qu'on est aujourd'hui dans ce petit marasme qui fait que 34 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué l'enfant, même s'il y a des gens qui sont aujourd'hui inculpés pour ça. Absolument. Et comme j'ai dit tout à l'heure qu'on a fait un tout petit point sur l'actualité, vendredi dernier, effectivement, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a examiné la demande de nullité des mises en examen de Muriel Boll et des époux Jacob. On sait maintenant, parce qu'il y a eu quand même je sais pas, plusieurs heures, de 9h au début de l'après-midi, l'audience a été très longue, et on sait maintenant que la Cour prendra sa décision le 16 mai. Et les avocats de Muriel Boll, qui elle est toujours depuis début août assignée à résidence dans la Nièvre, ont également plaidé vendredi pour que la chambre d'instruction autorise Muriel Boll à rentrer chez elle dans les Vosges. Et cette décision, elle sera prise, elle a déjà été rejetée en fin janvier, je crois, et cette décision sera prise le 25 avril, donc dans quelques jours. Voilà. Alors, maintenant, et
j'avais toujours Thibaut Salano en tête en lisant votre livre, ces phrases d'un certain nombre d'enquêteurs qui nous arrivent de rencontrer professionnellement pour préparer des émissions et qui disent souvent mais on savait que l'auteur était dans le dossier, quoi. C'est incontestable dans cette affaire. Oui. Le nom de l'auteur, il est dans un procès verbal, absolument. Il est quelque part, il fait partie des personnes qui ont été entendues dans cette enquête, parce que, comme Jacques le disait, on est dans un vase clos. On est dans un village, quelques villages. On est dans des histoires de famille qui concernent en fait 2 familles, les Villemain et les Jacob, famille du côté de la grand-mère de Grégory. Et donc, forcément, les Corbeaux et... donc à mon avis, l'assassin se trouve dans ce cercle assez restreint. Voilà, et en plus de ça, la moitié des gens d'une famille travaillent dans une entreprise, une usine, les autres dans une filature, et en même temps, il y a cette jalousie lorsque quelqu'un est nommé contremaître. Le chef, ça vient de là. Hein. Absolument. On appelle le chef, on va même l'appeler Giscard, je crois. Oui. Jean-Marie Villemain, quand il a été nommé contremaître, donc dans l'usine de pièces automobiles pour laquelle il travaille. Voilà. Et puis les autres qui travaillent à la filature, c'est Bernard Laroche qu'on connaît, qu'on appelait Popov, hein, je crois, à l'époque. C'est un peu soviétique. Voilà, parce qu'il était syndicaliste, CGT, etc. Et puis voilà, quoi. Donc on n'aime pas les chefs, tu gagnes plus que moi. On reparlera tout à l'heure peut-être du rôle très important dans le déclenchement du passage à l'acte de ce salon en cuir acheté par Jean-Marie Villemain, des 2 voitures pourtant d'occasion achetées dans un casse. Mais enfin bon, voilà, ils ont plus d'argent que d'autres, quoi. Absolument, oui. Le Corbeau fait irruption dans la vie des Villemain au moment où Jean-Marie Villemain bénéficie de cette promotion. Il devient chef, en fait, surveillant. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte. Début des années 80, la gauche arrive au pouvoir. Beaucoup prennent ça un peu comme une revanche sociale. Et donc, on est plutôt communiste, on est plutôt socialiste, au moment de voter en tout cas. Et on n'aime pas trop les chefs, on n'aime pas trop l'argent non plus, et on n'aime pas ceux qui montrent qu'ils ont de l'argent. Or, Jean-Marie Villemain a un rapport décomplexé à l'argent. Il travaille dur, on entendait son témoignage tout à l'heure, donc il estime tout à fait mérité de gagner cet argent et il en profite. Voilà. Alors maintenant, l'autre secret de famille. Le premier secret, c'était le père d'Albert, donc le père de la famille des frères Villemain. Son père s'est suicidé. Le Corbeau lui dit « Tu vas te suicider aussi, tu vas te pendre ». Et puis, il y a un autre secret de famille. Et ce secret de famille-là, quel est-il ? Alors, il concerne le premier enfant des Villemain, l'aîné, qui s'appelle Jackie. Jackie, en fait, sa vraie mère, c'est bien Monique Villemain, mais Albert n'est pas son père. C'est ça le secret, qui va se savoir assez tardivement dans la famille, à la fin des années 70, et c'est là qu'on va d'ailleurs le surnommer le bâtard. Et ce secret va être utilisé ensuite par le Corbeau pour à la fois faire pression sur Monique, parce que Monique a eu donc cet enfant avec un homme avec qui elle n'est restée que quelques mois et qui a disparu. Et elle s'est mariée avec Albert enceinte. Elle a rencontré Albert, elle était enceinte, et elle s'est mariée avec lui, elle était enceinte. Donc ce Corbeau va utiliser ce secret pour la faire souffrir, mais aussi quelque part, il va faire semblant de prendre la défense de Jackie en disant c'est le bâtard, vous le mettez à l'écart, mais en prenant sa défense, en fait, il fait rejaillir les soupçons sur lui, parce qu'on se dit qu'ils sont forcément de mèche, et c'est un strike. En fait, avec un secret utilisé, il vise plusieurs personnes à la fois. Voilà. Et c'est un peu comme un jeu de quilles, quoi. On sent que... Parce que c'est frangins, c'est des frangins au départ. Oui, qui s'entendent bien d'ailleurs. On s'entend bien, quoi. Qui vont à la pêche, qui jouent ensemble, même avec Bernard Laroche. Il y a un épisode dans votre livre qui est intéressant, c'est quand Bernard Laroche et dans la Cime Camille, et qui font les fous dans la Cime Camille, qui roule plus vite, etc. Et comme des jeunes de leur âge, quoi. De fond. Jean-Marie avait 18 ans dans la voiture. Donc c'est tout le paradoxe véritablement de cette affaire. C'est un peu « je t'aime moi non plus » dans cette famille. C'est à la fois, quelque part, ils s'aiment comme des frères, ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble. Et à partir du moment où le Corbeau rentre dans cette famille, tout le monde se soupçonne.
tout le monde finit par se détester tout en se retrouvant. Ils se retrouvent pour essayer de savoir qui est le corbeau. Ils font des écoutes en permanence. C'est lui, c'est pas lui, etc. Et ils soupçonnent Jackie et sa femme Liliane qui ont été notamment accusés et soupçonnés par la famille d'être les corbeaux. Voilà. Et Liliane, on n'en a pas parlé, donc il faut parler des femmes. Ginette, Liliane, les autres. Liliane, parlez-moi de Liliane d'un mot avant la pause. Oui. Parce que son père va être soupçonné aussi d'être le corbeau. Absolument. Il faut savoir que pendant la période de harcèlement, ce sont Jackie et Liliane qui sont soupçonnés. Donc Liliane, c'est la femme de Jackie, donc la femme du bâtard. Ouais. Et elle n'est pas aimée dans la famille parce que c'est quelqu'un qui a du caractère. Justement, certains l'accusent d'être hystérique. Mais c'est à mettre en perspective avec une certaine vision de la femme aussi qui accourt dans cette société-là. Et donc, ils vont servir de coupables idéal, parce qu'on va penser que puisqu'ils ont des choses à reprocher à Albert, aux grands-parents et même aux fils qui ne les aiment pas, on va penser que c'est eux qui s'amusent à harceler toute la famille. Oui, bien sûr. Et pour l'anecdote, Liliane dont on parle avait un toc. Un petit toc, parce que moi j'allais souvent chez eux, j'avais une relation assez privilégiée avec Jackie, le toc de l'aspirateur à main. Donc elle se promenait ils avaient une grande maison à Granges, avec un petit aspirateur à main, donc vous parliez, vous étiez dans le salon assis, vous buviez une bière, quelque chose comme ça, et tout à coup elle se levait, elle vous passait l'aspirateur à main sur les vêtements, elle se rasseyait, puis 10 minutes plus tard elle reprenait ce petit toc, ce toc. Alors, dans un petit instant, on va parler d'autres événements qui ont eu lieu parce qu'on a l'impression comme ça qu'il y a eu d'abord des coups de fil, puis ensuite des lettres anonymes, et puis ensuite ce meurtre. Mais en fait, il y a eu une tentative d'intrusion physique dans la maison des Villemain, alors que Jean-Marie était à l'usine et que Christine était à la maison. Et de ça, j'aimerais bien qu'on parle dans un tout petit instant. Jacques Pradel, l'heure du crime. Jusqu'à 21h sur RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Alors on parle donc de l'affaire avant l'affaire, de ce qui se dit au téléphone, et puis aussi ce qui va se dire dans des lettres anonymes, parce qu'il y a aussi une bascule à un moment. Alors, vous supposez, Thibaut Solano, c'est comme ça que je l'ai compris en lisant votre livre, que à un moment, d'ailleurs, on va entendre dans quelques instants le témoignage d'un gendarme qui, lui, connaissait l'existence de ces coups de fil anonymes, etc., qui s'y était intéressé, mais sans plus, parce qu'il nous l'a redit par téléphone, il l'a dit il y a quelques jours à Justine Vignot, qui l'a joint par téléphone. En fait, rien ne laissait supposer que tout ça pourrait déboucher sur un crime. C'était une histoire villageoise, quoi. Alors, si j'ai bien compris, vous dites, le corbeau, quelque part, s'est dit, un jour ou l'autre, ils vont piéger les lignes de téléphone, où il savait que les lignes allaient être piégées, et il est passé à l'écrit. Absolument. Alors, en fait, c'est qu'il y a eu une enquête de gendarmerie au bout d'un an de harcèlement, 1 an et demi, et cette enquête a piétiné. Arrivé au printemps 1983, au début d'année 1983, les gendarmes ont décidé de mettre sur écoute certains appareils téléphoniques. Le problème, c'est qu'avant même de vraiment le faire, ça se savait déjà dans tout le village. Voilà, il en parle. On va l'écouter si vous voulez bien. On va écouter Pierre Ferru, donc. Alors, Pierre Ferru, il est aujourd'hui en retraite. À l'époque, il était commandant de la brigade de gendarmerie de Corcieux jusqu'en 1985. Et en 82, il entend parler dans le village d'un mystérieux corbeau qui terrorise notamment un couple. On lui parle du couple Monique et Albert Villemain. Il entre en contact avec eux. Il les convainc de déposer une plainte, ce qu'ils refusent au départ. Mais bien sûr, et il l'a confirmé au cours de cette conversation téléphonique avec Justine Vignot, il était loin d'imaginer la tournure qu'allait prendre l'affaire. J'ai entendu parler par je ne sais pas qui, qu'il y avait un couple qui était victime de harcèlement. Et c'est moi qui est allé les voir. Mais ça faisait 1 an que ça se déroulait, ça. Les premiers coups de fil sont apparus en 1981. J'ai eu écho de l'affaire en 82.
J'ai fait mon enquête en 83, puis il s'est rien passé, en définitive. Ils étaient harcelés au téléphone, hein. Ils se plaignaient, par exemple, ils étaient livrés en fioul, alors qu'ils n'avaient pas commandé. Pourquoi n'ont-ils pas contacté la gendarmerie plus tôt? Vous connaissez pas les Vosgiens? Ben, moi, je les connais, j'ai exercé 10 ans là-bas, et ils se confient pas comme ça, quoi. Et quelle procédure avez-vous mis en place une fois que Monique et Albert Villemain ont déposé plainte? J'avais mis un système en place. Le corbeau pouvait appeler qui raccroche ou qui raccroche pas. Du moment que Monique ou Albert Villemain ne raccrochaient pas, il était toujours en ligne. Donc c'était la solution de facilité. Puis ça pouvait pas en être autrement, quoi. Mais le problème, c'est que ils avaient recours à leur fils Michel qui habitait à côté. Ils les prévenaient. Mais le problème, c'est que tout le monde a bavé, quoi. Hein. Tout le monde a parlé. Hein. La grand-mère a parlé, Michel a parlé, et puis le corbeau s'est méfié, puis ils ont pu téléphoner, tout. Et donc là, tout s'est arrêté. Là, c'est apparu des lettres. C'est des lettres que j'ai tout joint à la procédure. Hein. C'est le corbeau qui il a semé la zizanie dans la famille, quoi. Hein. J'ai fait écrire toute la famille Villemain parce qu'il donnait des détails. Ils ne pouvaient pas le faire, ne pas le connaître. Et donc je leur ai dit aux enfants Villemain, c'est un de vous ou c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. Par exemple, ils savaient que tous les rendez-vous qu'ils avaient, comment ils travaillaient, avec quelle équipe ils étaient. Ils savaient trop de choses comme ça. Hein. Quel était votre pressentiment à l'époque? À l'époque, c'était Grégory qui est toujours vivant. Moi, je travaillais pour des coups de téléphone anonymes, c'est tout. Hein. Moi, j'ai jamais pensé qu'il allait tuer le gamin. Hein. Je dirais pas c'est un plaisantin, mais c'était un gars ou une femme hein, qui voulait du mal. Puis c'est tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il allait tuer le gamin. Hein. Est-ce que les grands-parents de Grégory avaient une idée de l'identité du corbeau? Je sais pas. Ils m'en ont jamais parlé, hein. Mais ils m'en ont jamais parlé, et ils me parlaient pas, par exemple, de Bernard Laroche et Monique Villemain, qui est la grand-mère de Grégory, me parlait jamais de son frère. Et elle me cachait des choses, ou alors elle citait pas, je sais pas. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, vous avez une intime conviction? Ah oui, oui. Mais mon intuition et mon avis est la bonne, mais je vous la dirai pas. J'aimerais vous dire qu'on va le savoir, mais je ne crois pas qu'on va le savoir. Thibaut Solano, vous connaissez son Je connais son intuition. Oui. Bon, mais il ne veut pas la révéler. Il ne veut pas la révéler, alors on va respecter ça. Il ne peut pas la révéler. Il ne peut pas la révéler. Il peut pas la révéler. Ouais. C'est quand même un ancien gendarme. Eh oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de choses quand même dans ce qu'il a dit. On va venir à la bascule aux lettres anonymes après les coups de fil, peut-être à cause de la peur de se faire prendre. Mais je voudrais qu'on revienne quelques instants sur le fait qu'il y a eu un acte d'agression caractérisé, c'est-à-dire qu'il y avait les voix. Ça ressemble à des films d'horreur, hein, quelquefois, ce qui se passe. Absolument. L'ambiance. Hein, il y a des gens qui ont peur quand le téléphone sonne, quoi, et surtout la nuit, à des heures impossibles. Et Jean-Marie Villemain travaille souvent la nuit. Oui. Oui, en fait, le corbeau ne se contente pas d'appeler. Dès la première année, c'est-à-dire à l'automne 1981, on est 3 mois après le premier appel parlé. Christine Villemain se trouve seule dans leur maison. Grégory dort chez sa grand-mère et Jean-Marie est au travail. Et elle reçoit d'abord un appel. Cette fois, c'est plus la voix de femme, c'est une voix rauque. Et cette voix l'insulte. Ouais. La conversation est assez brève. Elle essaye de se rassurer tant bien que mal. On est dimanche, donc il y a le film du dimanche soir. Elle prend sa douche, elle s'apprête à aller se coucher. Et là, cette fois, elle entend du bruit, mais du bruit devant la maison. On marche sur le gravier, elle dira. Absolument. Elle allume la lumière dans le couloir. Et là, elle voit à la porte d'entrée, le carreau de la porte d'entrée, il y a une main qui s'esquive, comme quelqu'un qui s'enfuit. Et là, forcément, elle est terrifiée. Elle est tellement terrifiée qu'elle va aller dormir chez le voisin d'en face, Monsieur Méline. Il n'y avait pas de barrière autour de la maison. Il n'y avait pas de barrière. Ouais, et donc, en fait, à ce moment-là, on peut penser que le corbeau n'est pas seulement prêt à passer des coups de téléphone, mais il est prêt. Il voulait entrer dans la maison. Voilà. D'ailleurs, on va trouver un carreau cassé. Le carreau de l'extérieur est cassé et la porte a été forcée. la poignée de porte a été forcée. Ouais. Donc, il était déjà prêt
si c'est bien lui, mais je pense que c'était lui, il était déjà prêt à s'introduire dans la maison. Et ça correspond aussi, Jacques Expert, on peut en parler 2 secondes parce que je sais que on en a parlé, vous connaissez cette partie de l'affaire, c'est quand il y a un coup de fil à l'usine où un collègue de travail de Jean-Marie Villemain lui dit « je te passe quelqu'un » et la conversation va durer très longtemps, au cours de laquelle cet homme, celui que vous appelez le gars, il n'y a jamais le mot corbeau dans non, le livre. Parce que la famille ne l'utilise pas. Parce que les gens disent le gars. Là, le gars, il dit on va violer ta femme, quoi. Oui. D'ailleurs, Jean-Marie a immédiatement rentré chez lui, il a foncé chez lui à ce moment-là. Parce que on ne se rend pas compte du calvaire de cette famille qui a duré 3 ans et qui s'est terminée en enfer. On s'en rend compte justement en lisant le livre de Thibaut. On n'imagine pas, en tout cas, ce qui a été ce huis clos terrible. On se retrouve dans un tout petit instant après une nouvelle pause. Jacques Pradel, l'heure du crime. Jusqu'à 21h sur RTL. Jusqu'à 21h sur RTL. Jacques Pradel, l'heure du crime. La voix rauque, c'est la voix du corbeau, de celui qu'on appelle là-bas, dans le coin où ça s'est passé, le gars. C'est Thibaut Solano qui a intitulé le livre qui vient de paraître aux arènes, La Voix rauque, où il raconte tout ce qui s'est passé et cette terreur qu'évoquait Jacques Expert il y a un petit instant, qui s'installe. C'est vraiment pour ça que moi je faisais une comparaison avec les films d'horreur, quoi, parce que il y a un moment où quelquefois c'est drôle, où ça peut être, c'est lourd, mais ça peut être drôle. Et puis de temps en temps, on est dans le drame et dans la menace et dans la violence et dans la haine, quoi, finalement, avec le contenu de ces messages. Alors, que disent les premières lettres anonymes? Parce que à un moment, ça s'arrête, les coups de fil. Absolument, ça s'arrête au moment où la rumeur court selon laquelle des appareils téléphoniques vont être mis sur écoute. Et la première lettre, au printemps 1983, n'est pas postée, elle est glissée directement dans les volets de Jean-Marie et de Christine Villemain. Là aussi, il y a une intrusion physique, ça veut dire que quelqu'un s'est aventuré jusqu'à la maison pour déposer ce courrier. Donc en prenant des risques d'être vu. Absolument. On ne sait pas à quelle heure exactement, mais en tout cas, ils ont pris ce risque. Et ça dit quoi, cette lettre? Et ça dit « Je vous ferai la peau, la famille Villemain », avec plusieurs fautes d'orthographe qui sont peut-être faites exprès. Villemain écrit AIN d'ailleurs. Voilà, AIN, une faute sur le nom de famille. Vous pensez que la faute a été faite volontairement? Il y a des chances, c'est possible. Ouais. Et c'est la première lettre, donc une menace de mort, qui arrive et qui rompt avec les appels. On passe à un autre type de menace. Il y a encore des appels, mais plus au domicile, seulement sur les lieux de travail. Ouais. Et donc les deux menaces cohabitent, les appels sur les lieux de travail et les lettres qui vont durer tout le printemps 1983. Alors quand vous êtes sur le terrain, que vous faites l'enquête en l'occurrence pour France Inter à l'époque, Jacques Expert, vous en parlez de ces... parce qu'il y a eu le drame, on sait que ça a débouché sur un crime quand même, et vous dites que ces gens, les différents membres des familles, accueillent les journalistes, parlent avec eux, leur offrent le café. Ils vous font part de leurs soupçons? Non. Pas tellement, en l'occurrence, pas trop. Ils étaient, objectivement, c'est plutôt une famille qui était abasourdie par le drame de la mort du petit Grégory. Ouais. C'est tout le paradoxe aussi, c'est qu'à la fois le corbeau est omniprésent dans leur esprit, et ils en parlent peu. En réalité. Et il y a quand même un point qui est important que j'ai relevé dans le livre, c'est que vous parlez très peu de Bernard Laroche. Et Bernard Laroche, donc, qui est soupçonné d'avoir enlevé le petit, de l'avoir remis au Jacob, c'est en tout cas la thèse qui est aujourd'hui développée par les gendarmes. Il apparaît très peu dans votre livre, il apparaît même très peu dans les soupçons que la famille avait à l'époque sur le corbeau, sur celui qui les harcelait, alors qu'il était le meilleur ami de Michel. Il venait très souvent prendre le café chez les parents. Il habitait juste au-dessus de la maison. Donc, assez bizarrement, et ça, j'ai pas la réponse à ça, pourquoi ils n'ont jamais soupçonné leur cousin? Parce qu'ils se font dans le décor. Et je pense qu'à ce moment-là, les Villemain réagissent en se posant une question toute bête. Pourquoi on nous en veut? Et
À cette époque-là, je pense qu'ils n'ont pas vu de raison gentil, en fait, pour lesquelles Bernard Laroche leur en voulait, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un il était bonhomme. Voilà, qui était bonhomme. Il fauchait des herbes folles dans le jardin d'Albert et Monique, qui rendaient plutôt service, et il n'avait pas de raison d'être. Non, mais ils ont soupçonné tout le monde, sauf Bernard Laroche, bizarrement. Oui, absolument. Ouais. Alors, parmi ceux qui ont été fortement soupçonnés, il y en a deux, il y a peut-être trois. Ginette, je ne sais pas si elle était très fortement soupçonnée, mais tout le monde a constaté qu'elle n'était pas attaquée dans les lettres. Absolument. Elle n'était pas citée, pratiquement. Alors qu'on citait Liliane, qui a pourtant été soupçonnée, elle aussi, et on citait le père de Liliane. Oui, Roger Jacquel. Alors, pour quelle raison, d'ailleurs, je ne sais plus, mais il y a une raison que vous expliquez dans le livre, je me souviens plus. Alors donc on est dans un village et il y a des balles et il y a eu une bagarre ou un début de bagarre entre Michel Villemain, l'un des frères de Jean-Marie Villemain, et Roger Jacquel. Et par ailleurs, on n'accepte pas sa fille, donc par ricochet, on n'accepte pas Roger Jacquel. Et puis il y a eu plusieurs conflits, un peu sur fond d'alcool. Et c'est pas grand-chose, mais ça suffit à ce moment-là pour le soupçonner. Je crois qu'on peut difficilement comprendre cette affaire sans parler de la région. C'est la campagne, mais c'est l'usine. C'est-à-dire ce sont des villages ouvriers où tout le monde se connaît. On parle beaucoup à l'usine, on va au café. Donc la parole circule énormément dans ce milieu extrêmement clos. C'est-à-dire on va à l'usine, on rentre à la maison, on va à l'usine, on va au café, et on rentre à la maison. C'est la vie de tout le monde là-bas. Et donc on sait tout de tout. Et donc il n'y a pas de secret. Alors, bon, vous évoquez à la toute fin de votre livre, Thibaut Solano, le jour du drame et les heures qui ont précédé le drame, parce que là, il va y avoir un coup de fil. Alors, a-t-il existé ce coup de fil ou non? En tout cas, le frère de Jean-Marie, Michel, dira « J'ai reçu un coup de fil de revendication du meurtre de l'enfant », mais il n'y a pas de trace, évidemment, et il y a une lettre postée supposément à 17h15, le jour de la disparition et le jour où on a retrouvé aussi en fin de soirée ce garçon, cette lettre qui va arriver le lendemain et qui va dire voilà, j'ai exercé ma vengeance. Voilà, qui revendique, qui arrive au domicile des parents de Grégory et qui revendique clairement le crime en reprenant ce terme, le chef, en reprenant les mots qui existent non seulement dans les appels téléphoniques mais aussi dans les précédentes lettres. Alors, la suite, on la connaît, on a souvent beaucoup parlé. Muriel Boll va finir par se couper dans ses déclarations lorsqu'elle est interrogée par les gendarmes qui lui demandent à quelle heure elle a pris le car, à quelle heure elle est arrivée par-ci par-là. Elle finit par craquer et dire Bernard Laroche m'a pris dans sa voiture. Et il y avait un petit garçon qu'elle n'a pas reconnu tout de suite parce qu'elle ne connaissait pas le petit Grégory, mais elle va le reconnaître le lendemain avec sa photo dans le journal à cause du bonnet. Et c'est sur ces indications, évidemment, que Bernard Laroche va être mis en examen pour meurtre. Ensuite, on connaît la suite. Elle va revenir, Muriel Boll, sur ses déclarations. Laroche va être libéré, tout en restant d'ailleurs inculpé, comme on disait à l'époque. Et puis, Jean-Marie Villemain va prendre sa carabine et va aller le tuer parce qu'il est persuadé qu'il est l'assassin du petit garçon. Le 16 décembre 1984, c'est le dernier document que je vais vous faire entendre ce soir, c'est un document RTL de ce jour-là. 16 décembre, Bernard Laroche est en prison à Nancy. Il continue depuis le début d'ailleurs de clamer son innocence, mais Jean-Marie Villemain, lui, n'a aucun doute sur sa culpabilité. Écoutez donc ce témoignage, c'est Jean-Marie Villemain qui parle au micro de Jean-Michel Bézina, et nous sommes le 16 décembre 84. Il n'a pas Bernard Laroche est toujours incarcéré. Pour moi, oui, j'ai l'intime conviction que ce soit Laroche, pas de problème. Il ne faut pas oublier le témoignage de la Muriel qui est vraiment précis sur certains niveaux. Et puis le témoignage de la Isabelle qui dit que Muriel a vu Laroche jeter un sac bleu à la Volonne. Et puis un témoignage qui n'est pas tellement important, mais pour nous compte quand même, c'est que la Marie-Rose, la sœur de Marie-Ange, qui a quand même dit sous PV qu'elle ne comprenait pas le comportement de sa famille. Dans une affaire comme ça, elle ne cherche pas à savoir la vérité. Mais Bernard Laroche, il vous en voulait? Il n'a pas à m'en vouloir, j'ai jamais rien eu avec. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a poussé à commettre l'irrémédiable? Moi, personnellement, je pense qu'on a dû le guider sur un cap, oui. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu irrité que l'on désigne un petit peu du doigt maintenant votre épouse?
c'est pas normal, mais de toute façon, il fallait s'y attendre parce que, en dehors de la roche, ma femme comme alibi, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'en a pas. À part les 3 personnes qui l'ont vu monter. Et puis, l'alibi qu'elle avait, c'était le gosse. Mais maintenant, elle l'a plus, c'est pas lui qui veut revenir pour dire ce qu'elle a fait. Vous serez tranquille quand? Quand je saurai toute la vérité. Et cette vérité, selon vous, elle est de quel côté? Vers vos frères? Vers vos sœurs? Ou vers d'autres personnes? La vérité est dans la famille, de toute façon. Je veux pas donner de détails, mais la vérité est dans la famille, sûr. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup Thibaut Solano et Jacques Expert d'avoir accepté notre invitation. La voix rauque, c'est le titre de ce livre que je vous conseille vivement de lire. Il vient de paraître aux éditions Les Arènes et j'ai pas fini de vous en parler. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL.